La vie a ses cruelles ironies, alors qu'il se vantait de n'avoir laissé Marina sans rien, c'est lui qui, en réalité, était sur le point de tout perdre. Elle entendait chaque mot comme un coup, mais les gardait comme une pièce d'échec dans son jeu silencieux. Allez, profite, dépense chaque centime de ma sueur, pensa-t-elle, alors que ses yeux ne daignaient même pas la regarder. La Turquie doit être belle en ce moment, je murmure dans ma barbe, alors que mon cœur bat la chamade, non pas de peur, mais d'anticipation. La scène était pathétique, le mari jetant des vêtements dans la valise comme si c'était la fin du monde, la belle-mère souriant avec la satisfaction de quelqu'un qui a enfin vu sa belle-fille, remise à sa place. Mais il ne le savait pas. Personne là-bas n'imaginait que cette femme calme, à la voix presque inaudible, avait déjà retracé chaque étape de leur chute. Marina a appris très tôt que le silence peut être l'arme la plus tranchante. Pendant des années, elle a avalé les humiliations comme s'il s'agissait de pilules amères. Tu n'es bon à rien, ta nourriture est de la foutaise, ta place est ici, tais-toi. Chaque phrase était une brique dans le mur qui l'emprisonnait. Mais alors qu'il croyait l'avoir apprivoisée, elle étudiait. Il a appris que les lois existent pour protéger les faibles ou du moins, pour les plus intelligents qui savent comment les utiliser. Chaque malédiction enregistrée sur son téléphone portable, chaque relevé bancaire conservé dans un dossier secret, chaque document de la maison qu'il pensait n'être que le sien. Le tout minutieusement archivé, tel un collectionneur qui connaît la valeur de chaque pièce. Lorsque la porte claqua et que l'écho de leurs pas se perdit dans le couloir, Marina prit une profonde inspiration. Ce n'était pas un soulagement, c'était le début. La maison, qui ressemblait autrefois à une prison, était désormais son champ de bataille. Chaque objet racontait une histoire, la tasse cassée contre le mur lors d'une nuit de fureur, la marque du poing sur la porte, l'oreiller encore froissé des nuits où il avait pleuré pour s'endormir. Mais aujourd'hui, pour la première fois depuis des années, elle sourit. Pas un sourire triste, mais celui qui précède la victoire. Le téléphone s'est mis à sonner le lendemain. D'abord un appel, puis un autre, jusqu'à ce que cela devienne une symphonie de désespoir. Elle regarda l'écran afficher leur nom, but une gorgée de thé chaud et laissa le son résonner dans le silence de la cuisine. Pendant ce temps, à l'autre bout du monde, Artem tentait d'expliquer, la voix brisée, au directeur de l'hôtel pourquoi ses comptes étaient bloqués. Ce doit être une erreur, se mentit-il, tandis que sa mère le regardait avec des yeux paniqués. Comment allons-nous tout payer, mon fils ? Tu as toujours dit qu'elle n'avait pas le courage. Courage. Ce mot qu'ils n'ont jamais associé à Marina. Mais le courage, ce n'est pas crier, ce n'est pas riposter. Parfois, c'est attendre. Plan. Et quand le moment arrive, dites simplement, je suis occupé, Artem, avant de raccrocher avec la même indifférence avec laquelle il la traitait toujours. Alors que le soleil se levait sur la ville, Marina regardait par la fenêtre. Il n'y avait plus de peur, juste un calme étrange, comme celui de quelqu'un qui sait que la tempête qui approche n'est pas pour détruire, mais pour nettoyer. Elle a pris son téléphone portable, a composé le numéro de l'avocat et a souri en entendant la voix à l'autre bout du fil, tous sont prêts. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Et tandis qu'Artem et Valentina tentaient, en vain, de renverser la situation, Marina comprit enfin le vrai sens du mot qu'elle avait tant répété, d'accord. Ce n'était pas une résignation. C'était la liberté. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Artem sentait le sol s'effondrer sous ses pieds. Le compte secret qu'il avait tant nourri s'était tari depuis des mois, et maintenant, assis dans cet hôtel bon marché, sans un sou en poche, il comprenait pour la première fois le vide de sa propre existence. Sans Marina, il n'était rien. Il n'avait pas de nom, il n'avait aucun pouvoir, il n'avait même pas l'ombre de ce qu'il s'était imaginé être. Au même moment, Marina était assise à table dans un bureau élégant, en face d'Anton Sergueïvitch, un homme de taille moyenne mais à la présence imposante. Ses 40 ans pesaient sur chaque parole mesurée, sur chaque geste assuré. Il écouta son histoire avec une attention chirurgicale, examina les preuves qu'elle avait apportées, messages, contrats, enregistrements et, à la fin, s'autorisa un demi-sourire. Vous vous êtes brillamment préparé, dit-il, comme s'il admirait non seulement la stratégie mais aussi la femme qu'il avait imaginée. Votre mari n'a aucun droit légal à la vente de cet appartement sans votre consentement. Cette transaction est une imposture. De plus,
Nous avons des raisons de le poursuivre pour fraude. Artem, bien sûr, croyait qu'il avait tout sous contrôle. Puissiez-vous continuer à croire, murmure l'avocat en ajustant ses lunettes. L'important, c'est que nous ayons toutes les cartes en main. Pour la première fois depuis des années, Marina ressentait quelque chose d'étrange et de puissant, elle n'était pas seule. À ses côtés, il y avait quelqu'un qui non seulement écoutait, mais agissait. Quelqu'un qui, contrairement à elle, ne tremblait pas face à la fureur d'Artem. Le 3e jour, ses appels téléphoniques se sont transformés en désespoir. Marina, ça suffit, je t'en supplie. Sa voix, autrefois si ferme, se brisait désormais comme du verre. Déverrouillez le compte. Renvoyez l'argent. Nous sommes une famille. Elle suivait avec ses doigts le fil du cordon téléphonique, écoutant l'homme qui l'avait humilié, qui l'avait brisé, implorant maintenant comme un mendiant. Famille, répéta-t-il doucement, comme s'il goûtait un mot pourri. Et quand tu m'as traité d'inutile, était-ce une famille? Quand toi et ta mère avez ri de mes larmes, était-ce une famille? Quand vous avez vendu notre maison dans mon dos, était-ce aussi? Silence sur la ligne. Artem n'a trouvé aucune réponse. Tu sais, Artem? Sa voix était désormais d'acier. Je ne suis plus ta victime. Et j'ai raccroché. Chaque jour qui passait était un pas en avant. Elle a changé les serrures de la maison. A enregistré un rapport de police. Il a même rencontré le courtier qui avait négocié la vente frauduleuse et a découvert qu'en fait, le processus était plein de défauts. Des défauts qui jouaient désormais en sa faveur. Pendant ce temps, Artem et Valentina étaient piégés en Turquie, vivant de promesses et de crédits que personne d'autre ne voulait honorer. Il a essayé d'emprunter, mais tout le monde a vu la tempête se préparer autour de lui. Personne ne voulait couler avec un navire déjà coulé. Marina, cependant, a poussé un soupir de soulagement dans sa propre maison. Un après-midi, le téléphone sonna à nouveau. Une voix masculine grave et confiante, « Bonsoir. Je m'appelle Victor Andreevitch. Nous ne nous sommes jamais rencontrés officiellement, mais disons que j'avais des affaires avec votre mari. » Elle tendit les épaules. « Que veux-tu dire? Il me doit une somme considérable. » Une pause. « Mais quand j'ai appris comment il t'avait traité, j'ai décidé qu'il serait plus honorable de t'aider que de continuer à financer un homme comme lui. » Marina retint son souffle. La méfiance et l'espoir se battaient en elle. Mais quelque chose dans son instinct lui disait que le monde se tournait enfin contre Artem. Même ses anciens complices l'ont abandonné. Une semaine plus tard, les journaux locaux titraient « Un homme d'affaires fait l'objet d'une enquête pour fraude immobilière ». Le nom d'Artem apparaissait dans chaque ligne, dans chaque paragraphe, comme une malédiction qu'il avait lui-même invoquée. Marina a lu les nouvelles dans un café, ressentant le poids des mots comme s'il s'agissait de briques tombant sur son passé. Le téléphone vibra à nouveau. Marina. La voix d'Artem était rauque, brisée. Tu ne m'abandonneras pas, dis-moi que tu es de mon côté. Elle expira lentement. Non, Artem. Maintenant, je suis de mon côté. Et j'ai raccroché pour toujours.